Deuxième hypothèse, celle d'un débris laissé sur la piste par l'accrochage intervenu dès le démarrage de la course. Un débris qui aurait endommagé la voiture d'Ayrton Senna. Il y avait beaucoup de débris sur la piste et Ayrton Senna aurait pu sortir de la route à la suite d'une crevaison sur les débris qui avaient été laissés. Mais au final, c'est une troisième hypothèse qui va s'avérer la plus probable. En effet, l'enquête va révéler qu'Ayrton Senna avait fait modifier, quelques semaines avant le Grand Prix, un élément mécanique essentiel de sa voiture. On avait modifié sa colonne de direction. Est-ce que ça a été bien vérifié ou est-ce que ça a été bien effectué? Est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part? Il y a eu une erreur quelque part puisqu'il y a eu rupture de la colonne de direction. Mais où est la négligence? C'est difficile de la situer. Il semble donc bien que ce soit la colonne de direction de la voiture d'Ayrton Senna qui ait cédé et provoqué le drame. 3 ans plus tard, en Italie, un procès retentissant a tenté de faire la lumière sur l'accident. 6 personnes seront mises en examen pour homicide involontaire, dont le fondateur de l'écurie Williams, Frank Williams. Après 10 mois d'un procès fleuve, tout le monde est acquitté. Et la thèse finalement retenue est bien celle d'une rupture accidentelle de la colonne de direction. Dix ans après la mort d'Ayrton Senna, les mêmes questions reviennent pourtant encore et toujours. Les conditions de sécurité étaient-elles optimales lors de ce Grand Prix d'Imola en 1994? La mort d'Ayrton Senna aurait-elle pu être évitée? Certains pensent que ce jour-là, la compétition n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, pour ce terrible week-end de mai 1994, des questions restent donc toujours 10 ans après sans réponse autour de cet accident. Le procès pour homicide involontaire et les responsabilités annoncées n'ont finalement donné lieu qu'à des acquittements. Tout d'abord, Lionel Froissart, est-ce qu'en Formule 1, on applique la loi? Bien, concernant ce Grand Prix d'Italie, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si cette course devait avoir lieu. Dans l'absolu, non, car on est maintenant à peu près certain que Ratzenberger est mort sur le coup lors de son choc. Puisque son médecin, en tout cas le médecin qui l'a ausculté, a déclaré le lendemain ou dans les jours qui ont suivi qu'il était mort sur le circuit. Voilà, les médecins de la FIA qui se déplacent de Grand Prix en Grand Prix. Et il y a effectivement un texte de loi qui est propre à l'Italie, qui existe peut-être dans d'autres pays, mais en tous les cas qui ne concerne pas d'autres pays où se déroulent des Grands Prix. Il existe un texte de loi qui précise que quand il y a mort d'homme, une enquête est immédiatement ouverte pour évidemment faire éclairer un peu les enquêteurs. Or, cette enquête n'a pas pu débuter puisqu'on n'a pas déclaré Ratzenberger mort sur le circuit. Jean Alesi, vous connaissez bien sûr cette loi, je crois, cette loi qui est appliquée en Italie. Est-ce que selon vous, le Grand Prix ce jour-là aurait dû être arrêté après la mort de Roland Ratzenberger? Alors bon, d'abord, je vous arrête tout de suite parce que moi ce soir je suis avec vous parce que j'ai envie de parler d'Ayrton, j'ai envie de parler de tout ce qu'il a fait. Bon, bien sûr, ce qui vous intéresse c'est l'accident, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Et Ratzenberger est mort le samedi. Ce texte de loi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été appliqué, mais j'ai été très choqué par ce procès. Je l'ai trouvé très ridicule. J'ai trouvé les juges terriblement, je dirais, mauvais. Et beaucoup de personnes ont sauté sur l'occasion, sur la popularité de Ayrton pour se faire un petit peu se mettre en avant de la scène. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent avec des juges qu'on a en France, qu'on a en Italie. Et ça, c'est quelque chose de très dommage. Ça n'a pas plu à tout le monde, hein, Lionel Froissart, cette enquête et ce procès. Au monde de la Formule 1, en tout cas, on n'a pas aimé qu'on puisse enquêter et essayer de tenter trouver une responsabilité sur la mort d'Ayrton Senna. Mais, parce que c'est très difficile. On est là dans un monde de haute technologie et c'est presque comme enquêter sur un accident d'avion. Sauf qu'on a bien vu la courbe terrible, en tout cas, qu'a pris cette voiture. Enfin, la trajectoire assez uniforme. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il paraît évident que la direction a cassé puisque la voiture va tout droit et
si vraiment un autre défaut était apparu sur la voiture, Ayrton aurait tenté au moins de mettre sa voiture en travers, de la faire partir en tête à queue. Et là, elle ne répondait plus. Il a essayé de le faire, il a fait tout ce qu'il fallait, mais sauf que le volant ne répondait pas. On sait, la télémétrie nous a dit tout de même qu'il freine très fort, la voiture ralentit, il essaye de réaccélérer juste avant de percuter le mur pour provoquer justement une glissade qui mettrait la voiture en travers, et pour éviter ce mur qu'il a quand même le temps de voir arriver à plus de 200. Le début de l'accident commence à 305 km/h, l'impact a lieu à 212 km/h, ce qui est évidemment énorme. Parce que le procureur italien, lui, tout de même, dès lors qu'il a fait son enquête, il a tenté de trouver des responsables. Il y a même eu plusieurs personnes, et non des moindres, qui ont été accusées d'homicide involontaire. En tout cas, ils ont tous été acquittés. On cherchait des responsables, c'est-à-dire que, en gros, personne ne voulait endosser, bien évidemment, la responsabilité de la mort d'Ayrton Senna. Pourtant, il y a bien eu cette rupture de colonne de direction. On a bien vu que les techniciens disaient que cette rupture s'était faite consécutivement à l'accident, alors qu'on tentait de démontrer que cette rupture avait eu lieu avant l'accident. Voilà. C'est cela? Il faut savoir aussi qu'il y a des tonnes qui sont exercées, des pressions de plusieurs tonnes qui sont exercées sur cette voiture, et que la casse mécanique fait partie aussi de la course automobile. Fait partie des risques. Si le procès a eu lieu, c'est qu'effectivement, on a essayé de tenter effectivement de savoir exactement ce qui s'était passé. Vous venez de parler de la colonne de direction, ça apparaît comme apparemment Lionel Froissart, l'hypothèse qui a été retenue, l'erreur de pilotage. Jean Alesi, l'erreur de pilotage, c'est inimaginnable à cet endroit-là. Vous connaissez très bien le circuit d'Imola. L'erreur de pilotage est toujours possible pour un pilote, mais il y a des endroits où c'est impossible. Ayrton, où il a quitté la piste, mais c'est absolument impossible qu'il ait eu qu'il ait fait une erreur. Pression de pneus basse ou haute, c'est pas le cas. La voiture, elle a changé de direction, parce qu'il n'avait plus de volant, mais pas parce qu'il a fait une erreur. Ça, c'est clair. Juste, Lionel Froissart, je voudrais juste qu'on revienne sur une zone d'ombre, en tout cas, qui existe, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les images de la caméra embarquée, parce qu'il y a encore une fois des polémiques. Certains ont dit que Ayrton Senna était tombé dans les pommes juste avant. Oui. C'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé ces images. La FIA nous a dit que les images n'existaient pas. Moi, je suis persuadé qu'elles existent, mais elles n'apportent peut-être pas grand-chose en termes d'information. Ce qui m'a beaucoup choqué, moi, à l'époque, on a parlé de la FIA, des mesures qui ont été prises. Les pilotes, eux, sont vraiment conscients des dangers. C'était en train de se réunir et d'essayer de former un groupe fort pour leur sécurité. Ce qui m'a beaucoup choqué, on dit la FIA a fait beaucoup. Oui, mais elle a fait beaucoup après le Grand Prix de Monaco, quand Wendlinger, un autre pilote autrichien, a eu un accident. Le mercredi suivant l'accident d'Ayrton, monsieur Max Mosley, président de la FIA, a présenté des mesurettes ridicules pour améliorer la sécurité. Il a fallu que la F1, le business F1, soit vraiment en danger à Monaco, qu'on se préoccupe plus de la F1 que de la sécurité des pilotes. Ça, c'était choquant. Jean Alesi, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce week-end-là, on a vécu, vous avez vécu, de manière globale, un week-end maudit, où on a l'impression que tout s'accumulait et que rien ne pouvait arrêter cette fatalité. Vous savez, ce qui s'est réellement passé avec Ayrton, donc c'est que sa direction s'est cassée. La roue qui s'est comprimée entre la coque et enfin entre le mur et la coque. Il y a un triangle de suspension entre les deux qui est venu vers lui comme une épée, lui a soulevé la visière et rentré. Donc Ayrton n'avait rien, il n'avait rien de cassé. Il a été seulement, transpercé par une pièce de suspension dans la tête. Donc c'est incroyable. Ce concours de circonstances. Il y a 2 ou 3 ans avant, Gerhard Berger a perdu son flap au même endroit, a tapé le mur, sa voiture s'est coupée en deux, la voiture a explosé, il était dans le feu, il a été brûlé, mais il s'en est tiré. Donc, week-end tragique. On va revenir avec vous, Jean Alesi. Je voudrais juste qu'on écoute un homme que vous connaissez bien, Jean Alesi, c'est Eric Comas, qui effectivement, lui, ce jour-là, avait refusé de reprendre le volant de sa voiture après l'accident d'Ayrton Senna. Eric Comas, vous allez l'entendre maintenant, avait un lien particulier qui l'unissait au pilote brésilien. Ayrton Senna lui avait, il le dit lui-même, sauvé la vie après un accident 2 ans auparavant. Étrange et sinistre coïncidence, c'est lui, Eric Comas, qui le premier se retrouvera sur les lieux de l'accident du pilote brésilien ce jour-là. Il sera trop tard. 10 ans après les faits, le pilote français se pose encore des questions sur ce week-end tragique, des questions et toujours beaucoup d'émotions. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. On l'écoute, des images qui sont mises en image, en tout cas par Éléonore Montfort et Emmanuel Fauconnet. Regardez. J'ai eu la malchance d'être arrivé le premier sur cette courbe, et à partir de ce moment-là, je me rappelle de plus rien puisque je suis parti directement dans le rail en face. J'en ai aucun souvenir, c'est les images que j'ai vues ensuite, mais j'en ai aucun souvenir.
Ma mémoire s'est coupée rétrospectivement quelques secondes avant le choc. Et la roue avant droite est venue percuter mon casque sur le côté droit et ça m'a fait un KO de boxeur, quoi.